Mais je vous présente maintenant la quatrième et la dernière vidéo sur Winnicott. Je crois qu'elle va évoquer les concepts les plus importants de Winnicott. Je vais parler de l'utilisation de l'objet, de la survie de l'objet et de sa découverte. Je crois que ce sont des concepts vraiment fondamentaux, notamment au niveau de la thérapie ou de l'analyse des patients limites, des patients dits borderline. Au fond, leur thérapie, leur analyse, c'est en quelque sorte une espèce de voyage tumultueux à la découverte de l'objet. Une fois que l'objet est découvert dans le monde extérieur, il y a d'autres objets, il y a un autre de l'objet comme dit Green, et alors il y a une monade psychique qui est constituée et on s'engage dans des conflits triangulaires, le conflit oedipien, dont j'ai abondamment parlé antérieurement. J'ai dit plusieurs fois que la maman doit procurer une illusion primaire, une illusion de non-séparation, c'est-à-dire que la question de l'extériorité, de l'altérité de l'objet ne peut absolument pas être posée trop tôt. La maman, la mère doit être suffisamment bonne, elle doit bien sûr imposer certaines limites, certaines frustrations, mais ça doit absolument être dosé. Et elle doit, comme dit Winnicott, elle doit se laisser utiliser. Ça, c'est très important. Elle doit veiller à occulter la séparation aussi longtemps que l'enfant ne peut la tolérer, ne peut la supporter. Ce phénomène d'utilisation de l'objet, c'est fondamental, notamment dans la vie, bien sûr, mais dans la thérapie des adolescents et dans la psychanalyse des patients limites. Alors, je dirais que tant que l'objet n'a pas été découvert dans le monde extérieur, eh bien, le petit enfant est, comme dit Winnicott, rough. C'est-à-dire qu'il est rude, il est impitoyable. C'est un petit cannibale, il n'a pas de soucis, il n'a pas d'égard, il n'a aucune sollicitude envers l'objet. Par rapport à la terre, à notre environnement, je pense aux gens qui, dans la rue, sans souci, jettent des bouteilles, des canettes, des déchets, etc. Je l'ai dit, il faut que la désillusion ne soit pas trop précoce et qu'elle ne soit pas non plus trop massive, trop brutale. Sinon, il y a vraiment traumatisme. Winnicott parle d'agonie primitive, je l'ai expliqué, une détresse, une angoisse, et ce traumatisme n'est pas représentable, il n'est pas verbalisable, il est en deçà de la représentation psychique et il n'y a pas non plus de temporalité, c'est-à-dire qu'il est sans fin. Et j'ai dit qu'une défense massive contre de tels vécus intolérables, c'était le clivage, mais il reste des traces clivées, évidemment, dans la psyché. Alors, ce dont je n'ai pas encore parlé, et ça va nous amener au concept de survie de l'objet, c'est que ces traumas indicibles entraînent aussi des vécus de rage, d'une rage terrible. L'effondrement de ce nirvana, l'effondrement de ce sentiment de sécurité absolue, de toute puissance, éveille une rage sans limite. On peut parler d'une rage narcissique, c'est-à-dire une rage qui vise l'univers entier, puisque l'enfant, la maman, l'environnement ne sont pas vécus comme distincts, comme séparés. Donc, alors ça entraîne des vécus terrifiants, une rage et un vécu que tout est détruit, que l'univers total est complètement dévasté. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'ai parlé de Hiroshima. Ces traumatismes extrêmes chez l'enfant, ça peut entraîner un vécu comparable, j'imagine, au vécu de toute personne, enfant ou adulte, lors du drame d'Hiroshima. Alors, bon, l'objet doit survivre, dit Winnicott. Et ça, c'est une notion tout à fait fondamentale, très intéressante qu'il apporte. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui que l'objet survit? Eh bien, ça veut dire qu'en face de cette rage terrible, dévastatrice du bébé ou de l'enfant, l'objet doit rester là. Il doit rester présent, il doit être ferme, il doit être stable, il ne doit pas être détruit par les attaques de l'enfant, il n'exerce pas de rétorsion, il n'exerce pas de rejet du style « puisque c'est comme ça, je ne t'aime plus », pas de rejet, pas de retrait. Et en plus,
quand l'enfant est sidéré dans son trauma et sa rage, c'est l'objet qui doit prendre l'initiative après ce désastre de relancer la relation. Alors nous allons voir que c'est grâce à ce phénomène-là que l'enfant découvre que, au-delà de sa rage terrible, de sa rage dévastatrice, génératrice d'un Hiroshima, eh bien l'objet est encore là, il est encore disponible, il n'est pas détruit. Alors, on peut étendre ce concept de survie de l'objet. Je vais voir parce que je crois que j'ai oublié une page. Oui, voilà. Alors, je voulais dire qu'au niveau de la découverte de l'objet, Winnicott introduit une étape supplémentaire par rapport à Freud. Freud disait l'objet découvert, l'objet naît dans la haine. Ça veut dire que la frustration, à la fois entraîne de la rage, mais la frustration entraîne la découverte de l'objet. Donc je répète, pour Freud, l'objet naît dans la haine. Pour Winnicott, il y a une étape supplémentaire, c'est plus subtil et c'est plus complexe. D'abord, il y a la désillusion, le traumatisme. Ensuite, il y a la rage terrible, avec le vécu de tout est détruit, c'est Hiroshima. Mais dans un troisième temps, si l'objet a survécu, si l'objet est encore là, vivant, ferme, disponible, eh bien alors il est découvert. Vous voyez que la vision de Winnicott enrichit un peu celle de Freud. Alors en fait, on peut étendre ce concept de survie de l'objet à des tas de moments de la vie et des tas de moments de la croissance psychique. Bon, je viens de le dire, il y a découverte de l'objet dans la relation primitive avec la mère. Mais au moment de la crise oedipienne, il y a aussi une importance de survie de l'objet. En fait, ce qui doit survivre, c'est le couple parental face aux attaques oedipiennes de l'enfant. Le couple parental, idéalement, doit rester ferme, stable, indestructible, donc il doit survivre. Même chose à l'adolescence. L'adolescence est une terrible agression. Winnicott a bien montré ça. Un analyste américain qui s'appelle Peter Bloss a également beaucoup insisté là-dessus. L'adolescence est une terrible agression pour deux raisons d'ailleurs intriquées. C'est que d'abord, l'adolescent veut construire son autonomie, mais construire son autonomie face à l'objet, c'est quand même vécu comme une attaque contre l'objet. Et d'autre part, il y a aussi tous les vœux oedipiens, tous les vœux incestueux de l'adolescent qui sont une autre agression contre le couple parental. Et donc, le couple parental doit survivre face à ces attaques, survivre au sens de Winnicott, c'est quelque chose de capital. Je vais donner un exemple d'une attaque oedipienne d'une patiente borderline et je vais montrer un exemple de survie de l'analyste. Donc, voilà. Il s'agit d'une jeune femme de 25 ans et c'est un fonctionnement limite. Elle est tout à fait désorganisée, avec une angoisse terrible, avec des agis tout à fait impulsifs. Elle ne va pas bien du tout. Elle est prise en analyse 4 séances par semaine. Alors il faut dire, sa maman était une femme extrêmement instable, elle-même on peut dire avec un fonctionnement limite. Elle avait de très nombreux amants, une vie tout à fait désordonnée. La gamine était tout à fait au courant des aventures érotiques et sexuelles tumultueuses de la mère, une mère excessivement colérique aussi, et face à ça, il y avait un papa très faible, alcoolique, et qui manifestait une tendresse quasi incestueuse envers sa fille. Vous voyez que face à un couple parental comme ça, elle avait des bases psychiques très fragiles, très instables, il n'y avait absolument pas une monade psychique stable, et elle se réfugiait dans une espèce d'illusion oedipienne, une illusion oedipienne bien tout à fait réconfortante, qu'elle avait un lien privilégié avec ce père. Alors, après 3 ans d'analyse à raison de 4 séances par semaine, vous voyez l'intensité du travail, cette patiente tout à coup découvre que j'ai une alliance que je possédais bien avant son analyse. Oui, il lui faut 3 ans pour prendre conscience, pour en arriver à un stade où elle prend conscience de mon couple, de mon alliance. Et alors, dans cette séance-là, elle devient très angoissée et surtout pleine d'une rage terrible. Et elle quitte la séance, elle part dans une rage extraordinaire. Vraiment très intense, très impressionnante. Alors, elle revient le lendemain à la séance suivante. Je rappelle, c'était 4 séances par semaine. Et
elle me dira comme elle arrive à verbaliser qu'elle a passé l'intervalle entre les deux séances dans une rage terrible, qu'elle est arrivée à aller travailler, mais qu'elle ne reconnaissait absolument pas le trajet usuel pour aller à son travail, qu'elle avait l'impression que la ville était détruite, que tout avait changé, tout était détruit. Vous voyez l'angoisse terrifiante et les vécus de destruction terrible, j'évoque de nouveau Hiroshima. Et puis, elle s'installe sur le divan et, ce qui est extraordinaire, elle se calme et son angoisse se dissipe. Et alors, écoutez bien ce qu'elle a dit, ça c'est vraiment très révélateur. Donc l'analyste était de nouveau là, fiable pour la séance, comme d'habitude, et elle me dit, mon angoisse a disparu. Ici, rien n'a changé, tout est en place, vous êtes toujours là, vous n'êtes pas détruit. Vous n'êtes pas détruit, donc ce sont ces mots fidèles. Donc vous voyez, l'objet a survécu, c'est ça une expérience fondamentale, l'objet n'est pas détruit, il est là, il est disponible, il n'a pas exercé de rétorsion. Donc je récapitule, face aux attaques oedipiennes, à la rage oedipienne de l'enfant, de l'adolescent ou du patient limite qui n'arrive pas à négocier la conflictualité oedipienne, eh bien, il est capital que le couple oedipien des parents puisse survivre. Je vais réévoquer un autre cas dont j'ai parlé antérieurement, une jeune fille qui avait un lien amoureux quasi incestueux avec son père, et ça avait développé chez elle des illusions oedipiennes inconscientes. Et alors, la maman a fait un effondrement psychiatrique, un breakdown psychiatrique, et la jeune fille a été plongée dans une angoisse terrible et un arrêt des règles. Elle était réglée et ses règles ont disparu. Et en fait, l'analyse a montré une culpabilité oedipienne effroyable. Le breakdown psychique de la maman avait confirmé les vécus de triomphe oedipiens, mais on était donc là face à un cas de figure où l'objet oedipien, le couple oedipien parental, ne survit pas. Donc vous voyez l'importance capitale pour Winnicott de la notion de survie de l'objet. Alors j'en arrive au concept suivant, c'est la sollicitude pour l'objet. Winnicott en anglais appelle ça le concern, donc on pourrait dire le souci, l'inquiétude, l'anxiété pour la sollicitude. Quand, je rappelle, je l'ai dit, quand l'objet n'a pas été reconnu dans son altérité, c'est-à-dire existant vraiment dans le monde externe, eh bien, il n'y a pas de sollicitude, il n'y a pas de concern, comme dit Winnicott. L'enfant est ref, il n'y a pas d'égard, il n'y a pas de souci envers l'objet, c'est littéralement un petit cannibale. Et puis, l'objet se laisse utiliser, l'objet survit, et alors l'objet est découvert dans le monde extérieur. Et alors, l'enfant ou le patient vit vraiment d'intenses sentiments de culpabilité, une inquiétude, un souci, une sollicitude pour l'objet. À ce moment-là, il se rend compte qu'il avait nié l'existence séparée de l'objet et qu'en fait, il l'avait extraordinairement maltraité. D'où culpabilité intense, sollicitude, inquiétude pour l'objet et d'intenses désirs de ce que Winnicott appelle la réparation. Essayer de restaurer enfantin l'objet endommagé. L'enfant veut faire un cadeau à sa mère ou à ses parents. Et il est extrêmement important dans ces situations que la maman, par exemple, se montre très sensible, bien éveillée au désir de réparation de l'enfant. Sinon, l'enfant peut épouser le vécu qu'il est profondément coupable, qu'il a détruit ses objets et qu'il n'y a pas de réparation possible, qui est évidemment extraordinairement dévastateur pour l'enfant. Alors, je voudrais donner un petit exemple clinique évoquant donc la sollicitude, le souci de l'enfant pour ses parents ou le souci du patient pour son analyste. Il y a des analystes qui ont beaucoup parlé de ça. Il y a Harold Searles aux États-Unis, et il a écrit des textes, le patient thérapeute de son analyste, et il y a aussi Alice Miller, une analyste suisse, qui a écrit Le drame de l'enfant doué. Ces deux analystes évoquent beaucoup l'intense souci thérapeutique des patients pour leur thérapeute ou des enfants pour leurs parents en souffrance, leurs parents malmenés. Je vais donner un exemple clinique. Un patient en analyse
Et c'était un patient fort obsessionnel, fort organisé, et dans son histoire, il avait été très anxieux étant petit pour l'état émotionnel de sa mère. Il avait une mère fragile, une mère angoissée, donc se pose perpétuellement pour l'enfant la question, est-ce que c'est moi qui rend ma mère angoissée? Est-ce que c'est moi qui l'ai mise dans ce malaise psychique? Puis ce patient est en analyse et selon les règles que je demande dans l'analyse, il paye les séances du mois à la fin du mois et pendant toutes ces analyses, avec une rigueur extrême, avec une grande méticulosité, il m'apporte chaque fois le montant exact des séances du mois écoulées. Pas la moindre erreur. Et puis, on décide de la terminaison, et comme d'habitude, on se fixe un certain délai, et je ne sais plus, mais on fixe le délai à 3 ou 4 mois. Et alors, il apparaît quelque chose d'assez surprenant, c'est que dans les mois qui restent de sa fin d'analyse, chaque mois, lors du paiement, il se trompe et il me paye trop. Alors que lui avait toujours payé tout à fait rigoureusement, sans la moindre erreur, chaque mois, il se trompe en ma faveur. Et alors, on a essayé d'analyser ça, et on a compris qu'en fait, il revivait avec moi, avec l'analyste, l'inquiétude, le souci, la sollicitude pour une mère angoissée. Il se sentait très coupable de me quitter, de m'abandonner en terminant son analyse. Et donc, inconsciemment, il désirait faire un acte de réparation. Ces besoins de séparation peuvent être très très intenses, hein. Ça peut susciter des vocations. Je pense à des vocations de médecins, il y a toujours un peu de cela à la base de ces vocations, des vocations de médecins, des vocations de psychanalystes, des vocations de travailleurs sociaux, des vocations d'infirmières. Par exemple, j'ai connu un jeune homme qui avait eu un frère leucémique et de façon apparemment surprenante, il voulait devenir médecin et il voulait s'occuper d'hématologie. Une femme qui avait une mère très déprimée, elle a voulu devenir infirmière. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. Hein? Donc tout ceci pour vous évoquer l'importance de la survie de l'objet. L'objet doit se laisser utiliser, il doit survivre et il est découvert grâce à cette survie de l'objet. C'est un phénomène tout à fait fondamental dans la richesse et la stabilité des relations humaines. Alors, je vais dire un mot maintenant, on approche de la fin de cette vidéo, cette dernière vidéo sur Winnicott, et je vais dire un mot de la vision de Winnicott sur la psychopathie. Et vous allez voir, comme je l'ai déjà évoqué à de multiples reprises, Winnicott a ce côté assez séduisant, que c'est un personnage qui est fondamentalement confiant et optimiste. Je rappelle en 2 mots très brefs donc, ce que c'est que la psychopathie, appelée aussi sociopathie. Il s'agit de personnages qui sont des délinquants, multirécidivistes, qui sont tout le temps dans la transgression, qui commettent des délits répétés. On appelle ça le comportement antisocial. Et apparemment, il n'y a aucun sentiment de culpabilité. Eh bien, vous allez voir combien par rapport à Sigmund Freud et par rapport à Melanie Klein, Winnicott a une vision assez optimiste et finalement assez encourageante, si je puis dire, de la psychopathie. Les psychopathes, ce sont évidemment des patients extraordinairement difficiles à traiter. J'ai l'impression qu'un personnage comme Dutroux, par exemple, il est au-delà de mes capacités thérapeutiques. Mais voyons d'abord ce que Freud et Melanie Klein disent. Bien, pour Freud, il explique le psychopathe de la façon suivante. Ce psychopathe n'a pas de culpabilité, pas de surmoi. Mais pour Freud, le surmoi est essentiellement oedipien. Et donc, pas de culpabilité, pour Freud, ça veut dire pas de surmoi oedipien. Melanie Klein, au contraire, elle met tout l'accent sur la pulsion de mort, sur une agressivité archaïque extraordinairement destructrice, terrible. Et pour Melanie Klein, non, il n'y a pas trop peu de surmoi. Je ne parle pas de l'Oedipe, il n'y a pas trop peu de surmoi, mais il y a au contraire un surmoi archaïque, persécuteur, terrible, très sadique, très destructeur. Alors, je trouve qu'on n'est pas extraordinairement avancé dans cette discussion. Est-ce qu'il n'y a pas de surmoi oedipien selon Freud, ou au contraire, est-ce qu'il y a un surmoi extraordinairement sadique et dévastateur, féroce, comme Melanie Klein? Bon, comment aller plus loin? Eh bien, il me semble que Winnicott dégage quand même une perspective
plus mobilisatrice, plus optimiste. Plus optimiste, pour Winnicott, le psychopathe, c'est un sujet ou un patient, une personne qui en fait est désespérément et de façon obstinée à la recherche d'un objet qui survit. Alors, j'ai vécu dans ma pratique des exemples assez dramatiques, etc. Mais là, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas les exposer. Mais j'ai choisi de retenir pour vous montrer ce phénomène de psychopathie une vignette clinique assez anecdotique, assez pas dramatique, mais qui néanmoins montre très bien ce dont il s'agit. Il s'agit d'un patient adulte, un homme adulte, avec une profession intellectuelle, un homme intelligent, qui va à son boulot en voiture, il prend l'autoroute, il connaît très bien son trajet, il va tous les jours bien sûr, et il connaît bien l'autoroute, il connaît très bien les limitations de vitesse. Et ce qui est assez bizarre à première vue, c'est que ce patient récolte tout le temps des amendes pour excès de vitesse. Alors, dans l'analyse, on a pu comprendre ce qui se passait en fait. Ce côté un peu psychopathique du patient, qui récolte tout le temps des amendes pour excès de vitesse, bien, il s'agissait en fait d'un patient qui cherchait une limite, qui cherchait un objet qui puisse survivre. Et en fait, quand on s'est penché un peu sur son enfance, on découvrait un papa qui gueulait, qui criait, qui interdisait, mais qui après ne vérifiait rien du tout et laissait tout faire. Donc il interdisait plein de choses, mais après il ne réagissait jamais, il laissait faire, il ne punissait pas. Et en fait, on a bien compris que par sa recherche d'amendes répétées, ce patient était à la recherche d'un objet qui survit. Donc vous voyez le concept très mobilisateur et très optimiste, je dirais, de Winnicott à propos de ces situations très compliquées de la psychopathie. Alors, je vais conclure sur quatre vidéos. J'ai d'abord parlé de Freud, et il faut bien dire que l'œuvre de Freud est immense, elle part dans des directions multiples, très riches. Mais la partie qui est restée la plus cohérente, la plus construite dans l'œuvre de Freud, c'est celle du conflit oedipien. Conflit oedipien, c'est-à-dire une monade psychique dans un triangle avec de la culpabilité et une angoisse de castration. On peut dire que c'est un conflit intrapsychique, j'en ai parlé dans une vidéo antérieure. Ça veut dire que l'objet a été suffisamment bon, qu'il s'est laissé utiliser, qu'il a survécu et qu'il a été découvert dans le monde externe et qu'on est passé de 1 plus 1 à 1 plus 1 égale 1 à 1 plus 1 égale 3. Alors, les analystes, face à des problématiques essentiellement oedipiennes, pratiquent une analyse qu'on dirait relativement classique, c'est-à-dire que l'analyse vise à la levée des refoulements, la défense centrale étant le refoulement, et se développe ce qu'on appelle une névrose de transfert, c'est-à-dire que la conflictualité oedipienne de l'enfance se redéploie dans le transfert envers l'analyste, et on analyse alors ce conflit névrotique. Je rappelle des exemples cliniques que j'ai mentionnés antérieurement. La femme qui tombe amoureuse de son analyste et qui a une peur terrible à ce moment-là que l'épouse de l'analyste ne fasse irruption dans le bureau pour interrompre la séance. Un exemple de problématique oedipienne évident. Autre exemple que j'ai mentionné antérieurement, un patient masculin qui est attiré par la femme de l'analyste, femme qu'il n'a d'ailleurs jamais vue, mais il entend des bruits dans la maison, il a le fantasme et le rêve de la rejoindre, et puis après ça, il a des cauchemars où l'analyste va lui couper le bras. Bon, ça ce sont des exemples tout à fait évidents, et l'outil c'est l'interprétation. Donc il faut faire émerger le transfert névrotique, et on a employé des métaphores. Par exemple, on a parlé c'est un peu exagéré évidemment, mais un peu dur, mais on a parlé d'un champ opératoire, c'est-à-dire que l'analyste serait comme un chirurgien qui est face à un champ opératoire et il analyse, il dissèque, on décortique le conflit. D'ailleurs, il faut dire que Freud lui-même aimait bien dans sa pratique être en position paternelle, c'est-à-dire garant des limites et des interdits. Et il était plus mal à l'aise quand, dans le déroulement de l'analyse, il risquait d'être mis en position maternelle.
Donc, pour Freud, il fallait une position paternelle, un analyste qui est castrant, qui représente un surmoi oedipien et qui met des limites. Alors, Ferenczi, l'analyste hongrois que j'ai déjà évoqué, avait critiqué une telle froideur parce qu'il disait qu'elle pouvait éventuellement répéter, faire revivre le traumatisme ancien d'une maman beaucoup trop froide, beaucoup trop indifférente. Au contraire, Winnicott délaisse peut-être un peu ce champ-là et il s'intéresse surtout à l'environnement et ce qui s'est passé plus précocement, avant le déploiement du conflit oedipien. Donc il étudie les qualités de l'illusion primaire, comment se sont passées les désillusions, l'éventualité de traumas archaïques et le cheminement vers la découverte de l'objet dans le monde externe. Donc au fond, le travail de Winnicott, c'est d'essayer d'étudier comment on passe de 1 plus 1 égale 1 à 1 plus 1 égale 3. Donc Winnicott, comme Ferenczi d'ailleurs, comme Balin, se penche sur les failles, sur les défauts de l'environnement. Il met l'accent, j'en ai parlé antérieurement, sur le holding, sur le soothing, sur le mirroring. Donc il s'agit de failles de l'environnement. Il se met en position essentiellement maternelle dans son travail, ce qu'on a pu lui reprocher, et il se dévoue surtout à l'analyse de la partie état limite, la partie borderline des patients. Il pratique des analyses très longues à 4 séances par semaine, entraînant la levée des clivages, la reviviscence de l'agonie primitive et la découverte d'un nouvel objet, d'un objet qui s'est laissé utiliser et qui survit. Donc pour lui, l'analyste est avant tout un objet maternel, un réceptacle, un contenant, etc. Winnicott dit d'ailleurs qu'il ne faut pas interpréter trop vite, que l'analyste doit être capable d'attendre. Il doit pouvoir se laisser utiliser, il doit survivre aux attaques et amener à sa découverte comme objet dans le monde externe. Donc on pourrait dire, mais je caricature un peu, j'exagère peut-être un peu, mais Freud est surtout en position paternelle, castratrice, il fait respecter les limites, tandis que Winnicott est en position maternelle, de réceptacle, de contenant maternel. Bien sûr, en fait, il faut être plus souple et il faut une coexistence riche des deux pôles. C'est-à-dire que l'analyste doit avoir une bisexualité psychique et il doit être capable d'adopter une position paternelle autant qu'une position maternelle selon les souffrances du patient. Il faut dire aussi que le cadre analytique présente une bisexualité psychique. Le cadre peut avoir une dimension paternelle parce qu'il y a des règles, il y a des interdits, il y a des limites, etc. Les congés, les règles du paiement, etc. Donc tout n'est pas permis. Il y a un cadre paternel, mais il y a aussi un pôle maternel, l'accueil, la réceptivité, l'empathie, etc. Donc voilà. Je vais en rester là. J'espère que je vous ai intéressé en évoquant d'abord ce qu'était de façon générale la psychanalyse, ses concepts fondamentaux, avec le concept qui est tout à fait capital, c'est le concept de l'inconscient. Tous les autres modes de thérapie éludent ce concept fondamental. J'ai parlé de Freud et essentiellement du conflit névrotique, du conflit oedipien, et puis Winnicott qui, lui, accorde un intérêt beaucoup plus prononcé au rôle de l'objet, aux facteurs de l'environnement et aux failles de l'environnement. Je crois que voilà, tout ça est de façon assez sommaire, mais ça donne déjà une certaine approche face aux phénomènes psychiques et à la psychanalyse. Voilà, nous en avons fini et je vous remercie de votre attention.